supporterait entre 60 et 90 grammes de glucides par heure. Moi, je pense qu'il faut prendre beaucoup de glucides, surtout quand on arrive à un niveau de performance qui est assez important. On peut s'approcher des 90, voire même passer au-dessus des 90 grammes quand on fait surtout du vélo. Glucose and fructose, simple carbohydrates are arguably the #1 concern for development of cognitive decline associated with Alzheimer's disease. J'ai souhaité tourner cet épisode en partie en réaction à une récente vidéo de GCN en français sur l'alimentation dans le sport. Cette vidéo a été réalisée avec un partenaire fabricant de produits de nutrition sportive. Vous vous êtes déjà posé la question, vous, de l'effet sur votre corps de tout le sucre que vous ingérez lorsque vous faites du sport, et notamment du vélo ? Vous avez remarqué comme le discours concernant la nutrition a changé depuis quelques années ? Comme absolument tous les médias qui influencent le domaine du vélo vous encouragent, sans vraiment de remise en question, à consommer 60, 90, voire plus de 100 grammes de glucose par heure de vélo, à partir du moment où votre effort est intense. On vous dit que vous ne supporterez probablement pas immédiatement de tels volumes. On vous dit qu'il vous faudra peut-être entraîner votre système digestif pour ne pas subir de désagréments. 100 grammes, c'est le poids de certains sachets de bonbons Haribo. 100 grammes, c'est ça. Et vous devriez consommer ça chaque heure. C'est beaucoup. En 2016, on nous parlait encore de comment Chris Froome avait gagné le Tour de France après s'être mis 4 ans plus tôt à un régime low carb, donc un régime faible en glucides. On trouve même des articles qui parlent de ce régime sur des sites anglophones de prévention du diabète. Simon Yates, encore actif dans le peloton actuellement, résume très bien la situation sur le site Vélo. Il nous dit « It used to be a low-carb stuff, 2 eggs for breakfast and off your pop. See you later, 5-6 hours, water in the bottles. » En gros, 2 œufs durs au petit déjeuner et c'était parti pour 6 heures de vélo avec de l'eau dans les bidons. Les sucres énergétiques, eux, n'étaient dosés que modérément dans les efforts d'entraînement afin de forcer le corps à devenir un moteur ultra efficace pour brûler des graisses. Devenir métaboliquement flexible, ça signifiait que les coureurs préserveraient leurs précieuses réserves de glucides pour les sprints en fin de course ou les attaques en haut des montagnes. Sauf que les courses ont changé depuis 2016. Tout est devenu beaucoup plus produit, tout est devenu spectaculaire, tout est devenu monté, télévisé, intense, nerveux, rapide. La course à vélo se fait maintenant très souvent depuis le tout début de l'étape jusqu'à la toute fin de cette dernière, avec parfois des attaques au kilomètre zéro. À quoi donc ? Bon, essayer d'économiser des ressources en glycogène pour plus tard lorsque les attaques ont lieu au tout début de l'étape. Alors maintenant, plutôt que d'être affamés, les concurrents se plaignent d'avoir à peine assez de place pour transporter le nombre de gels et de boissons qu'on leur impose de consommer durant leurs entraînements ou leurs courses hypercaloriques. Sur un grand tour, un coureur mange des kilos de riz par semaine, du riz blanc pauvre en fibres, des aliments souvent aussi denses en énergie que possible, surtout en fin de course quand la fatigue commence à venir, et en plus de ça, on se nourrit 3 à 4 fois par heure sur le vélo durant la course. Lors des journées les plus difficiles du tour, imaginez-vous qu'un coureur peut être invité à ingérer jusqu'à 18 grammes de glucides par kilo de poids corporel. 18 grammes par glucides, ouais. Pour moi, ça ferait 1,4 kg de glucides. Ça ferait 14 petits sachets Haribo. Je vous ai préparé là de côté ce que c'est que 1 kg de glucides. J'ai même pas réussi à faire 1,4 kg. Attendez, je vais vous montrer tout ça. Voilà, on est sur 1 kg de glucides. Ma passion à moi, c'est le nougat, comme vous pouvez le voir. C'est beaucoup. Ouais. Il y en a partout maintenant. Moi, j'ai grandi en mangeant du sucre. Ouais, j'ai longtemps été fort, j'ai longtemps été en surpoids, j'étais à la limite de l'obésité. Je vous parle de quelqu'un qui pesait presque 6 kilos
à la naissance et qui a pesé plus de 100 kg pendant son adolescence avec toutes les difficultés que cela provoque. On pourrait en faire une vidéo complète, j'en avais déjà parlé d'ailleurs un petit peu par le passé. Maintenant j'ai plus de 40 ans, j'ai la chance d'avoir retrouvé depuis de nombreuses années un poids équilibré et j'ai commencé sérieusement le vélo en 2018, ce qui m'a, je crois, remis en assez bonne forme pour quelqu'un de mon âge. Mais du coup, mon parcours, les lectures, mais aussi des échanges avec différentes personnes, différentes discussions m'ont poussé à m'interroger sur la bonne manière de se nourrir, sur la bonne manière de consommer le sucre et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on s'intéresse au vélo, qu'on y prend goût, qu'on devient un peu plus rapide, qu'on s'inscrit sur Strava, qu'on s'achète un vélo qui d'abord ressemble à un vélo de compétition au niveau international et qui peut-être plus tard en est un, puisque moi j'ai presque le même vélo que Mathieu Van Der Poel dans le garage, on peut vite penser qu'on a également des besoins similaires à ceux des championnes et des champions qu'on admire le dimanche à la télé. Mais de mon côté, j'aurais envie de vous inviter à prendre ces conseils de consommation de glucides avec un tout petit peu de recul. Lorsqu'on s'intéresse à un domaine, et notamment un domaine qui a des aspects techniques, c'est normal d'être friand d'informations. Internet, YouTube en particulier, a d'ailleurs facilité grandement l'accès à ces dernières. Les sites, les plateformes vidéo regorgent de ressources pour vous aider à comprendre comment les cyclistes professionnels font-elles ou font-ils pour aller aussi vite en 2025? Comment bien se nourrir sur le vélo? Je pense que ces conseils doivent être remis dans un contexte bien précis. Dans un premier temps, ils sont appliqués à des championnes et à des champions dont la carrière, dont les performances, dont les victoires à court terme sont la priorité et pas forcément la santé à long terme. Être une championne ou un champion international, ce n'est pas forcément parier sur sa santé dans un avenir plus lointain. Moi, j'imagine que de votre côté, c'est un peu différent et c'est pas très grave si demain vous prenez une minute de plus sur votre sortie du dimanche, si ça peut vous permettre d'être en meilleure santé dans plusieurs années quand vous serez plus vieux. Ensuite, ces personnes, grandes championnes et grands champions, sont suivis de manière très proche par des nutritionnistes, des coachs sportifs, des coachs mentaux et même des équipes médicales. Alors moi, soit je me trompe dans l'évaluation de mon audience, soit, en tout cas, vous, c'est pas le cas, ou en tout cas pas à la même échelle. Pour être rigoureux, cohérent et efficace, il ne suffirait donc pas de manger autant de glucides que Pauline Ferrand-Prévot ou que Wout van Aert, mais il faudrait aussi mettre tout le reste de la structure et la charge d'entraînement et de suivi en place. Pour compléter d'ailleurs, je doute que votre dépense énergétique, ou que la mienne même, soit comparable avec celle de Pauline Ferrand-Prévot par exemple, qui a parcouru le dernier Tour de France, je le rappelle, à 220 watts de moyenne sur l'entier du Tour de France. Femme, une puissance que personnellement, moi, je tiens environ 1h30 à tout casser. Enfin, ce discours libérateur quant à la consommation de glucides me semble oublier certains aspects importants du fonctionnement humain et de l'organisme. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Selon une étude menée par The Physiological Society à Londres, les aliments riches en sucre peuvent augmenter les niveaux de dopamine dans votre cerveau jusqu'à 200% au-dessus des niveaux normaux. Une augmentation similaire à celle que l'on observe dans le cas de la consommation de nicotine ou d'alcool. Le sucre est donc une sorte de drogue. Selon deux autres études menées sur le sujet, le sucre augmenterait en effet les niveaux de dopamine de 135 à 140%. Les vidéos mainstream qui évoquent la nutrition sont souvent réalisées en partenariat avec des fabricants de boissons, de gel ou de barres énergétiques. Des produits ultra transformés vendus comme des collations ou des repas de récupération avec des buts ultra spécifiques. Comme le disait un commentaire sous la vidéo GCN de laquelle je vous parlais tout à l'heure, on ne parle plus de boire ou de manger, tout ça pour remporter la prochaine course de Saint-Germain-en-Crampons. Si vous ne connaissez pas, eh bien c'est une course très très connue. Or, les aliments ultra transformés peuvent être qualifiés de produits cliniquement addictifs. Plus un produit affecte le cerveau rapidement, plus il crée une dépendance. De nombreux aliments transformés sont donc en quelque sorte prédigérés lors de leur fabrication afin d'accélérer la libération de la dopamine. On le rappelle, une consommation trop importante de sucre peut provoquer du surpoids, de l'obésité, du diabète, des maladies cardiovasculaires, des maladies inflammatoires chroniques et elle facilite même le développement de certains cancers. La consommation
de sucre recommandé par l'OMS pour une personne sédentaire, attention, est de maximum 50 grammes par jour, ce qui fait l'équivalent de 16 morceaux. Et en réalité, on nous dit que réduire de moitié serait encore mieux pour notre santé, donc on parlerait de 25 grammes ou 8 morceaux de sucre par jour maximum. En moyenne, dans notre société européenne, on en consomme environ 95 grammes par jour, soit 31 morceaux. Alors certes, les besoins d'une personne sédentaire ne sont en aucun cas comparables avec ceux d'une personne produisant un effort long et ou un effort intense sur le vélo. Les glucides restent le carburant principal des muscles, notamment lors d'efforts soutenus. Et lorsqu'il est utilisé immédiatement et à hauteur de l'effort fourni, les effets sur l'organisme ne sont a priori pas néfastes. Mais je rappelle quand même qu'on peut entendre qu'il est OK de consommer 100 grammes par heure sur le vélo. Je vous les remonte là, les 100 grammes par heure, c'est ça. Donc, s'habituer à une consommation de sucre aussi décomplexée, j'aurais envie de dire, sans la questionner, c'est aussi potentiellement prendre avec soi cette habitude lorsqu'on n'est pas sur le vélo et donc hors de la pratique sportive. Le sucre libre est partout, sous différentes formes, dans des produits que vous achetez dans le commerce. C'est un exhausteur de goût efficace, peu cher, ça aide à la conservation. On le trouve donc sous des noms très différents dans une multitude de produits, des noms comme dextrose, maltodextrine, extrait de malt d'orge, etc. Avec l'effet que la substance produit sur notre cerveau, il est déjà difficile de résister à un bout ou deux ou trois de chocolat quand une tablette se trouve dans l'armoire, même lors des jours de repos. Tenir les 50, voire les 25 grammes par jour recommandés par l'OMS devient difficile quand on pense aux aliments quotidiens dans lesquels il est caché. Impossible si on banalise encore davantage la consommation en prenant avec soi les habitudes de sa pratique sportive. Est-ce que je vous remonte encore une fois les 100 grammes ou bien vous les avez déjà assez vus ? Pour nous, sportifs, eh bien, la situation est assez compliquée et la réponse tient probablement dans la chronicité, le bon sens et la recherche de la simplicité. Naturellement, qu'il faudra se nourrir pour parcourir une longue distance, naturellement qu'il faudra manger pour récupérer et pour pouvoir éventuellement repartir le lendemain. Bien sûr que l'activité sportive est bonne pour l'organisme, mais je crois qu'il est nécessaire de se questionner sur les volumes ingérés en rapport au niveau d'effort fourni, s'interroger sur le type d'aliments consommés et sur le type d'habitude que cette consommation peut créer hors du sport. Peut-être que consommer plus d'aliments complets, naturels, certes plus lents à digérer, est possible pour vous dans une pratique où chaque seconde ne compte pas. Peut-être des bananes, des fruits secs, des snacks à base de riz ou d'avoine. Peut-être que de chercher la performance à tout prix en tentant de reproduire juste une partie des régimes d'entraînement et d'alimentation des pros est contre-productif. Peut-être que des recettes simples ou des aliments du commerce aux ingrédients naturels sont quasi tout aussi efficaces dans votre niveau de pratique que des produits ultra transformés, chers et marketés comme des carburants de précision. Et enfin, peut-être que vous pourriez garder ce gel ou cette barre à la composition sophistiquée et si spécifique pour les jours de course où ça compte vraiment si vous en faites. Allez savoir, ça vous donnera peut-être même un boost de morale que d'ingérer un produit si perfectionné juste au moment opportun. Pour préparer cette vidéo, je me suis appuyé sur un très bon documentaire d'Arte appelé « Le sucre nous rend-il bête ?» La réponse à presque tout. Cette vidéo aborde un nombre important d'autres aspects que nous n'avons pas pu aborder ici. Je vous invite à la regarder si le sujet vous intéresse, c'est du temps bien investi. Enfin, une grande partie des informations quant à la nutrition dans le vélo à travers le temps est issue du site internet Vélo. Je vous mets le lien en description. Pour conclure cette vidéo, ce qui m'intéresse comme toujours, c'est votre réaction, vos retours et vos remarques en commentaire. Alors n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ça m'intéresse de savoir quelles pratiques de nutrition vous avez, si vous consommez de ces produits très spécifiques et formulés exprès pour le sport, si les volumes de glucides et de glucose qu'on vous invite à vous envoyer par heure vous ont déjà fait vous interroger, ou si simplement vous suivez les conseils et vous vous nourrissez comme Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel ou Pauline Ferrand-Prévot. En attendant, je vous remercie énormément pour votre fidélité. On est de plus en plus nombreuses et nombreux sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. J'espère vous revoir bientôt et
si jamais cette discussion vous avait captivé, n'hésitez pas à la partager avec des gens. En attendant, je vous fais des bisous et je vais pas vous faire rêver là. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je viens de tout filmer, il n'y a plus qu'à tout monter, faire la couverture, écrire la description, publier la vidéo au bon moment. Ouais, regarde, je peux te montrer. Attends, faut que je montre, faut que je fasse. Genre, tu sais, genre, je regarde la vidéo qui me réjouit. Tu peux rester là, hein. Faut juste pas que tu. Regarde. Genre, je regarde, je fais genre. Quoi, un truc dans lequel je pourrais mordre ou bien. Ou quoi? Un truc que marron, croquette, tu fais une carotte. Ah ouais, c'est une carotte, ça doit une carotte. Ah, c'est drôle ça.